Bien, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Un seul invité sur ces plateaux avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Il est candidat à la députation nationale, candidat à la députation provinciale au niveau du Grand Bandundu. On va parler de Bagata. Il est le numéro 154 pour la députation nationale, 230 pour la députation provinciale. Il s'agit du professeur Gabriel Kouambamba, qui représente sur ce plateau au Nouvel Élan. Il est avec Adolphe Mozito. Comme j'ai dit et je me répète, avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Vous savez que les élections semblent être hypothétiques à nos jours. D'aucuns pensent que les élections ne seront pas organisées dans le délai. Hier, le chef de l'État a accordé une interview à une chaîne internationale. Il a répondu à plusieurs questions en rapport avec les élections, bien sûr. Au niveau du gouvernement, on croit les présidents de la République, tout est OK. Eh bien, la CENI va recevoir les financements pour que les élections soient organisées. Kadima Nedimo, jusqu'ici, c'est vrai, d'emblée comme ça, il continue à nous rassurer que les élections seront organisées, mais d'après certaines sources, qui semblent être sûres en tout cas, eh bien, les élections, ça patauge. Est-ce que ça sera organisé ou pas? On va en savoir plus. Nous parlerons de l'insécurité qui se généralise au pays. À l'Est, vous en savez quelque chose. L'insécurité ici à Kwamonte, les Mobondo continuent à nous malmener. À Malembankulu, c'est entre le Balubakat et les Luba. Eh bien, ces derniers s'entretuent entre eux, alors que nous voulons la paix, nous voulons un climat de paix, parce qu'on suppose que les élections seront organisées très bientôt. Nous allons vous parler de tout ça, et on nous apprendra qu'il y a un communiqué qui venait d'être signé par les candidats à la présidentielle, ou encore les candidats à président de la République. Ils sont au nombre de 8, si je m'abuse. Ils ont apposé leur signature dans un document, tout en demandant au président de la CENI, Denis Kadima, de le recevoir à nouveau pour éclairer, n'est-ce pas, la situation en rapport avec les élections. D'après ces derniers, apparemment tout semble être flou. Au-delà de ces fichiers qui continuent à être critiqués, est-ce que Denis Kadima, je parle de la CENI bien sûr, sera en mesure d'organiser les élections? Mais du moins, on va vous dire également qu'il y avait une délégation depuis l'Afrique du Sud, les représentants de quelques candidats, ils sont au nombre de 5 ou 6. Ils ne se sont pas entendus, les violons ne sont pas accordés pour nous présenter une seule candidature pour ces blocs de l'opposition, bien sûr. Sûrement, si seulement les élections seront organisées, ils vont aller en électron libre, ils vont aller d'une manière dispersée. Est-ce que ça sera avantageux pour eux? Toutes ces questions seront évoquées. Professeur Gabi, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour Gaylor, merci de l'honneur que vous me faites et que vous faites aussi à mon parti Nouvel Élan. Alors c'est un plaisir, le plaisir est partagé, surtout d'avoir répondu, le fait d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous, vous l'avez si bien dit que vous êtes Nouvel Élan. Vous portez la voix d'Adolphe Mozito sur ces plateaux, nous allons parler élections, nous allons parler insécurité, et toutes ces questions seront évoquées. Déjà, candidat que vous êtes-vous sûr que les élections seront organisées dans le délai? Bon, vous dites bien candidat, heureusement que vous le précisez, c'est le candidat qui parle, mais ce n'est pas le président de la CENI, ce n'est pas un organisateur des élections, donc les candidats, ils attendent directement concerné, oui. Jusqu'à preuve de contraire, en fait, jusque-là, officiellement, les élections vont avoir lieu et le 19 novembre, le 19 de ce mois, ça sera le coup d'envoi de la campagne électorale. Mais on a l'impression, vous avez utilisé le mot patauger, le verbe, on a l'impression que les choses ne marchent pas très très bien. Vous avez évoqué notamment l'interview que le président de la République a accordée à des confrères de chaînes internationales. Et là, il a dit que du côté du gouvernement, tout va bien parce qu'ils ont évoqué 300 millions qui manquent à la caisse de M. Kadima. Ouais, c'est ce qu'avait dit Kadima en son Il dit temps, que voilà, fois, il faut lui poser cette question-là. Mais il dit, là peut-être c'est non seulement un chef de l'État, mais aussi un politicien. Il dit que ne vous en faites pas, on finira par trouver une solution. Ça sera quelle solution? That's the question. Donc, je pense que le chef d'État semble être pas convaincant, un peu superficiel par rapport à la question. Est-ce qu'il n'y a pas un non-dit? Est-ce que
êtes-vous sûr? C'est vrai, vous avez dit tantôt que ce n'est pas la CENI, c'est vous plutôt qui êtes en train de répondre à la Oui, question. mais Mais le fait que vous êtes directement concerné, vous êtes candidat ouais, à la députation. mais pour être réaliste, s'il manque effectivement 300 millions de dollars pour l'organisation du scrutin, comment est-ce qu'on va à l'impossible et nul n'est tenu? Ça, c'est de manière réaliste ma réponse. Donc, si il y a des moyens qui manquent, donc ça sera impossible d'organiser les élections dans le délai. Wait and see, on va voir comment ça va se passer. En fait, le gouvernement, le président a dit qu'on attendait que le gouvernement puisse régler cette situation, mais que la question était à poser à M. Kadima. Mais jusque-là, il s'est même référé à la dernière déclaration du président de la CENI qui a dit que les élections auraient lieu dans le délai. C'est ce qu'il a dit lors de la rencontre avec les candidats les candidats présidents de la République. C'était à son invitation. Donc le président a encore dit une fois que M. Kadima, à cette occasion, a dit que les élections auraient bel et bien lieu dans le délai, mais reste à savoir maintenant s'il y aura quelque part, si la machine est totalement huilée pour que le tout se passe comme prévu. Analysons dans tous les sens. Si la CENI n'arrivait pas à organiser les élections, dans le délai bien sûr, qu'adviendra-t-il? Parce que déjà, il y a un groupe de candidats qui demandent à Kadima de le recevoir à nouveau pour éclairer, n'est-ce pas, la situation. Sinon, en fait, parce qu'en fait, il était prévu la signature du code de bonne conduite, oui. mais c'était sans succès l'autre fois. Oui, ça n'a pas marché. Et donc, logiquement, en principe, avant la tenue des élections, avant le lancement de la campagne électorale, on devait, en principe, se retrouver pour qu'il y ait cette signature de code de bonne conduite. Puis cela s'étalerait pendant la campagne, le jour des élections et après la campagne. Et après la campagne, c'est-à-dire après la publication des résultats. Mais comme ça n'a pas été fait, logiquement, hein, la cohérence, la logique aurait voulu que le président de la CENI puisse le recevoir. Vous avez posé la question de savoir si les élections n'avaient pas lieu dans le délai. Parce qu'en fait, la date du 20 décembre, c'est une date constitutionnelle. Tout à fait. Et donc là, il faudrait que renvoyer la balle du côté de la Cour constitutionnelle. Seule la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est habilitée à accorder une prorogation pour que les élections puissent avoir lieu, disons, si on doit, à une date ultérieure. Mais entre-temps, au-delà de ce qui est juridique, il y a aussi le côté politique. Si on doit renvoyer la tenue du scrutin dans une semaine, en fait l'année dernière, pardon, l'année prochaine, là, je veux dire en 2018, il y avait une semaine de délai. Et là, c'était pas. Je crois que si c'est quelque chose de court, je crois que ça va être. Mais si c'est au-delà, peut-être. Je pense que au-delà de ce qu'aura décidé la Cour constitutionnelle, les politiques auraient voulu sans doute se retrouver autour d'une table et pour en discuter et voir comment ça peut se faire. Parce qu'en fait, la date du 20 décembre, c'est une date constitutionnelle. Donc, ça fait partie des prescrits de la Constitution. Donc, je pense que plutôt, Kadima semble être asphyxié et que ces derniers attendent seulement cette proposition vienne de politique, qu'au regard de tout ce qui se passe, au-delà de l'insécurité, au-delà plutôt de financement, il y a l'insécurité qui continue à nous causer du tort parce qu'il y a certains coins où, si seulement les élections seront organisées, les compatriotes de ce coin n'auront pas... Le président a répondu, oui, en fait, ouais. le Rutshuru Massissi, on a posé cette question hier, en fait, dans l'interview que le chef de l'État a accordé à ses confrères de chaînes internationales. Et là, il a dit, malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de commentaires, il a dit, malheureusement, il n'y aura pas élection pour ses compatriotes qui vivent dans le Massissi et dans Rutshuru. Donc, c'est un peu ça. C'est ici à Kwamouth, oui. À Kwamouth aussi. Je ne sais pas s'il y a eu quand même après enrôlement au niveau de Kwamouth, mais avec... Apparemment non. Donc s'il n'y a pas eu enrôlement, ça veut dire que Kwamouth non plus ne sera pas concerné. Mais alors, la question qu'on peut se poser est celle de savoir comment que ça va se passer, la représentativité de ces différents territoires au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'en fait, dans les calculs qu'on a fait, il était prévu qu'il y ait un nombre de députés pour ces différentes entités administratives. Et comment ça va se passer, ça
C'est la question de savoir. Parce que la loi nous parle de 500 sièges, alors que Ghana, par contre, avait proposé moins que ça. Ça sera très compliqué. Mais sinon, vu le climat, vu les décors, si aujourd'hui la CENI n'arrive pas à organiser les élections, donc on peut dire qu'il y aurait un dialogue. S'il arrivait qu'on puisse organiser un dialogue, comment ça va se passer d'après vous? Est-ce que les opposants seront représentés, ils vont se retrouver autour d'une table pour gérer pendant un temps cette transition? Comment entrevoyez-vous cela? Comment ça va se passer? Je pense que cette question aussi a été évoquée par le chef de l'État et là, il a dit que l'opposition sollicitée voulait un dialogue, tout ça. Il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo pour qu'il y ait dialogue. Mais dans ce cas-ci, on devait repousser. Ça, c'est juste un exemple, en fait. Soit Les une élections, réflexion, tout oui, 6 mois après, comme ça se dit dans la rue, le citoyen lambda en parle. Donc, nécessairement, ça demanderait que les gens se retrouvent autour d'une table et évidemment, la classe politique congolaise, comme l'avait dit Edem Kodjo, elle est brillante, intelligente et toxique. Donc, cette classe politique va se retrouver et ça sera encore une fois la recherche du sexe des anges et ça va être aussi peut-être un grand cafouillage. Donc, l'idéal aurait été que les élections soient organisées dans le délai, mais tout en garantissant, je vais dire, en fait, que tout le monde sente que tout est respecté, que ça se passe de manière démocratique, transparente et puis inclusive. Et vous avez dit Kadima, oui, c'est vrai, c'est pas en ce moment, je pense que c'est pas facile d'être le président de la CENI parce que il y a des pressions de part et d'autre, et l'une des dernières pressions en date vient des États-Unis qui demandent que les élections se tiennent de manière démocratique, et il y a l'épée de Damoclès sur le Congo ou sur les organisateurs. On ne sait pas, parce que dans ce communiqué, le gouvernement américain menace de sanctionner tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont entraîner, je vais dire, une mauvaise organisation, pas une mauvaise organisation, mais causer un peu un frein à la démocratie. Donc il y a des sanctions qui peuvent aller, je crois, à la privation de visa et autres. Donc c'est un peu ça. Donc des part et d'autre, il y a beaucoup de pression et Beaucoup de ça ne doit pas être pression. facile. L'idéal serait que les élections soient organisées dans le délai. C'est ce que vous avez dit. Mais vu l'insécurité qui sévit au pays, dans beaucoup de zones, dans beaucoup de poches, dans beaucoup de coins, pensez-vous que les élections, c'est une priorité? Ou bien il fallait d'abord trouver solution à nos compatriotes, trouver solution pour nos compatriotes qui sont en danger un jour? Bon, en fait, je pense que, évidemment, la sécurité des compatriotes, la sécurité des Congolais est une priorité, c'est quelque chose de primordial, parce que pour aller aux élections, il faut qu'il y ait des gens il faut qu'il y ait des citoyens qui se rendent aux urnes, donc et ces citoyens doivent être sécurisés. Et mais d'autre part aussi, si on n'organise pas les élections, en fait, on va se retrouver dans une situation de glissement. Et au Congo, on n'aime pas beaucoup le glissement, surtout que entre 2016 et 2018, on a vécu ces glissements et les gens n'étaient pas du tout contents. Je ne pense pas que les Congolais, dans leur ensemble, accepteraient qu'il y ait glissement, par exemple, de 2 ans, avec comme prétexte la sécurisation du pays. Et je pense, vous avez suivi sans doute le discours du chef de l'État sur l'état De la nation. de la nation. Euh, bon, c'est vrai que c'est un discours qu'il a prononcé en tant que président sortant. Il a prononcé en tant que candidat, donc nécessairement, il ne pouvait que revenir sur son bilan. Mais personnellement, C'était je le discours pense bilan, que oui. si on me posait la question, je pense que c'est vrai qu'il y a eu certains efforts qui ont été réalisés de part et d'autre, notamment ce qui est de route dans la capitale
à Kinshasa par exemple, mais le talon d'Achille de ce mandat du président Tshisekedi, sans doute pour moi, aura été l'insécurité. Euh, il a hérité de l'insécurité en fait dans la partie est de la République. C'est depuis plus de 20 ans que cela existe, mais il avait promis qu'il mettrait fin à cela, mais C'est aussi procédural. Hein. ça n'a pas été fait. Et à cette insécurité qui est devenue pratiquement permanente depuis plus de 20 ans dans la partie est de la République, s'est ajoutée une autre insécurité dans la partie ouest. C'est quelque chose qu'on n'a presque jamais vécu en République démocratique du Congo avec ce conflit. Les Teke et les Yaka. Voilà, justement, et avec... Bondo, oui, moi, je ne parlerai pas plus de conflit Teke et Yaka, mais tout simplement d'une certaine volonté d'exterminer les Teke dans le plateau. Ah, bah, ça c'est vous, hein, c'est votre point de vue. Vous avez tantôt parlé des glissements, que les glissements en soi, est-ce que c'est vocabulaire est employé dans le chef de l'opposition ou dans le chef du pouvoir? Sinon, Félix Tshisekedi, c'est son premier mandat. Si aujourd'hui il arrive à glisser, ça sera bénéfique pour lui ou bien ça sera avantageux pour l'actuel régime de glisser, vu les contraintes? Bon, je pense que quand on est au pouvoir, au-delà de tout, et qu'on reste, on demeure au pouvoir, quand il y a glissement, ok, je crois que ça peut arranger, mais à écouter et à entendre le président Tshisekedi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vite aller aux élections. Oui. Il n'est pas en faveur du glissement, parce que quand on parle de glissement, ça sous-entend conciliambule, ça sous-entend cohabitation, Oui, ça partage du sous-entend pouvoir. partage du pouvoir, et je ne vois pas, écouter le chef de l'État, je ne le vois pas dans ce schéma de cohabitation, de partage du pouvoir ou de conciliambule, puisqu'il a dit lui-même qu'il n'y a pas de problème politique en République démocratique du Congo. Et donc a priori, je pense qu'il n'est pas en faveur du glissement. Il veut juste aller aux élections. Et il a dit dans son discours sur l'état de la nation, il dit que voilà, on a fait un certain nombre de réalisations et on demande aux Congolais de faire un choix entre tout reprendre à zéro ou continuer avec ce qu'on a fait. Donc, c'est tout simplement une façon de demander, de dire aux Congolais, je suis là, on ne change pas l'équipe qui gagne. En fait, c'était en d'autres mots ce que le président a dit. Dire, oui. Mais là encore, c'est comme une histoire d'un verre. Les optimistes voient le verre à moitié plein, mais pour les pessimistes, c'est à moitié vide. Là où le président de la République voit que tout a été pratiquement en rose, les choses ont été bien faites. Si vous posez la même question à ses opposants, ils vous diront que ça n'a pas été, ça n'a pas été fameux. Donc c'est un peu ça. Chacun tire la couverture de son côté et évidemment, on ne peut que, surtout en ce temps, prêcher pour sa propre chapelle. Il n'y a pas une crise politique, le chef de l'État l'avait dit, vous l'avez aussi dit sur ces plateaux. Est-ce qu'on peut faire foi pour dire que réellement il n'y a pas de crise? Déjà, au regard de cette poignée des mains entre le président Félix et le président Martin Fayulu, on peut dire en clair que, personnellement, ils n'ont pas de problème. Hein. Donc, En fait, parce que d'aucuns pensent qu'il y avait un lien étroit, il y avait une conversation vraiment vivante entre les deux. Oui, moi je n'ai pas entendu en fait le contenu de leur petite conversation, mais j'avais l'impression que c'était cordial. Hein, c'était comme deux frères qui se retrouvaient après tant de temps. 5 ans après, ils se sont vus encore. Exactement. Et donc 5 ans pratiquement. c'était la première fois. Et puis poignée des mains, je pense que c'était convivial plutôt. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés, en fait, si c'est la CENI qui a organisé, qui a voulu que Fayulu soit juste à côté de... et qu'on les ait mis devant sorte de fait accompli. Mais j'ai constaté que c'est Fayulu... Peut-être c'était par ordre de numérotation de candidats. J'ai constaté que c'est Fayulu... En fait, le président Tshisekedi était déjà là, et Martin Fayulu est arrivé un peu en retard, et puis ils se sont serrés la main. Mais c'est une bonne chose, en fait. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont sans doute des adversaires politiques, mais ils ne sont pas ennemis nécessairement, et ils ont eu un passé dans la lutte pour la démocratie. Dans notre pays, ils ont combattu, entre guillemets, ensemble, et donc, quelque part, ils ont certaines valeurs qu'ils partagent ensemble. Donc, au cas où la CENI arrivait à organiser les élections dans le délai, vous qui êtes dans l'opposition ou la résistance, si vous voulez,
Comment ça va se passer? En Afrique du Sud, il y a eu des représentants de quelques candidats. Ils étaient à 5 ou 6, je crois. Donc, Matata Mpogno, Martin Fayolo, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Denis Mukwege, je crois, à 5. Et qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Finalement, est-ce qu'on a pu trouver un compromis? Sans succès, ils Voilà, ne se sont pas entendus, d'après ce que nous a appris, et que peut-être les échanges peuvent continuer, mais toujours est-il qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, on suppose qu'ils vont, si la CENI va organiser les élections, en tout cas, parce que jusqu'ici, même nous qui sommes là, on se pose des questions. Est-ce que les élections seront organisées ou pas? Bref, si la CENI arrive à organiser les élections, ils vont aller d'une manière dispersée. Vous, Nouvel Élan, vous, Adolphe Muzito, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'en politique, c'est vrai, les alliances, c'est fonds, c'est des fonds par moment, ça c'est vrai. Mais vous parlez trop de votre offre politique. Exactement. À nous, Nouvel Élan, nous n'avons pas peur des élections. Nous, Nouvel Élan, on s'est préparé depuis 5 ans. Nous sommes, c'est vrai, un parti jeune, mais un parti qui est installé à travers toute la République. Nous sommes le seul parti qui a 2 sièges dans quasiment... Mais les sièges ne rassurent rien, vous non, parlez trop de vos non, sièges. Est-ce que ça prouve à suffisance que non, vous mais êtes ça, aussi, ça montre cette volonté, c'est d'avoir une certaine proximité avec la population. ouais. Et quand avoir une siège, c'est comme si on dressait la tente, hein, on dressait la tente avec, disons, parmi la population. Vous savez, bon, ça c'est pas une émission de religion, mais lorsqu'il y a eu transfiguration, Jésus avec ses 3 disciples, dont Pierre, tout ça, ils ont vu Élie, je crois qu'ils ont vu Moïse aussi. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il est bon qu'on puisse dresser 3 tentes, une pour toi, une pour toi. Donc quand on dresse la tente, ça veut dire qu'on veut s'installer. Et nous, Nouvel Élan, nous avons eu cette détermination à nous installer. Et puis notre offre politique, en fait, je pense que c'est la meilleure. Et parce que le président Muzito, qu'on se le dise, a été un excellent Premier ministre dans ce pays. Il y a eu des acquis obtenus quand il était à la primature et sans doute qu'il va faire mieux en revoyant un peu tout ce qu'il a comme offre et comme plan de gouvernement. Je pense que il n'y a pas meilleur. Et nous faisons foi, donc le président Muzito est candidat à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas peur qu'on ait les élections aujourd'hui ou demain. Nous sommes très sûrs de pouvoir en l'emporter. Ah bon, vous êtes prêt, et vous en êtes sûr également, ça c'est une bonne chose, cette conviction. Mais Muzito est avec qui? Ou Muzito va aller avec qui? Pourquoi je pose cette question? En Afrique du Sud, vous n'êtes pas là, alors que vous êtes de l'opposition ou la résistance. Il y a un communiqué, je l'ai dit et je me répète, de quelques candidats adressés à une lettre, soit adressée à Kadima ou encore la CENI. Apparemment, Muzito n'a pas non plus apposé sa signature. Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous envisagez l'union sacrée ou bien vous continuez déjà, ou bien vous allez continuer plutôt à faire couette avec l'opposition? Nous sommes dans la résistance et en fait, ce qui n'a pas vraiment bien marché avec Genève et puis le reste, c'est le fait qu'on a accordé plus de priorité à des individus. Mais nous accordons priorité au programme. Qu'est-ce que vous avez, au projet de société? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Mettez ça sur table. C'est cela. Hein? Donc, il ne faut pas se dire vous êtes avec qui. Non. Mais qui veut faire quoi et qui a quoi exactement dans sa gibecière? C'est cela. On a le fait de dire que vous êtes avec qui, c'est comme si vous essayez un peu, on veut vous caporaliser quelque part, on veut à ce que vous puissiez... non, je pense que Muzito de lui-même, il pèse en tant qu'homme politique, de lui-même, il pèse en tant que cadre, en tant qu'élément de l'élite congolaise. Il va aller en solo? Muzito est capable d'aller en solo et de faire d'excellents... Est-ce que ça sera avantageux pour lui? Bon, mais bon, ça ne dit pas, on n'exclut pas la possibilité de pouvoir, puisque en politique, même Lumumba déjà en 1960 l'avait dit, donc même si on est très fort, il faut tout de même pouvoir négocier. Quand Mobutu lui a posé la question, ça c'est dans le film, est-ce qu'on a remporté partout? Il dit même à Léopold Vidéo, mais quand même, hein, il faut... non, mais quand même, franchement, non, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire des alliances. Et
je pense que notre parti sera ouvert pour des alliances, mais des alliances qui tiennent compte de notre offre politique, de notre programme pour le progrès et la prospérité Vous du revenez Congo. trop sur ça, sur votre programme, sur l'offre politique que vous avez, mais il y a de ceux qui pensent, il y a de ceux-là qui pensent que vous êtes trop mécanique et que vous êtes focus hein, par rapport à votre programme, Non, par rapport à vos on n'est projets, pas à mécanique. supposer que la CENI va organiser les élections dans le délai. Donc il nous reste pratiquement un mois et un jour, ou encore, bon, un mois, prenons ça comme ça, un mois. Quand est-ce que vous aurez le temps de présenter votre projet aux autres pour discuter, mettre les avis ensemble et d'aller prendre la même direction? Donc, pour faire les alliances, à en croire ce que vous dites, vous allez amener ce que vous avez en main comme offre, comme projet, et les autres vont amener également le leur. C'est alors que vous allez mettre le 2 ensemble, ou encore le 3, ça dépend, combiner. Mais est-ce que vous aurez ces temps-là de juger les projets des autres, proposer également ce que vous avez pour cheminer ensemble? Bon, je pense que l'offre politique de Muzito a déjà été assez vulgarisée. On a une Je vous avais certaine... assisté lors de votre congrès. J'ai Exactement. ouvert donc, l'événement. J'avais suivi les projets. ça, c'est ça, oui, exactement. Je pense que ceux qui ont suivi peuvent se faire une idée. Et de la même manière aussi, nous pouvons avoir une certaine idée sur le programme et l'offre des autres. Donc, je crois que ça ne poserait pas vraiment problème. Le problème, en fait, pour les Congolais, que souvent, notre classe politique est opportuniste. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été... Hier, ils étaient avec Mobutu, ils ont chanté Jalelo. Quand Kabila, le père, est arrivé avec l'AFDEL, ils sont devenus kabylistes, comme à l'image de Papa Kisombe, paix à son âme. Il dit « Je suis kabyliste, je m'offre ». Et après, ils deviennent kabylistes joséphites. Donc, et après, ils deviennent fascistes, dans ce sens tshisekédistes, avec le président Tshisekedi. Et demain, ils seront capables de retourner. Donc, c'est vraiment comme des girouettes. Ils sont capables de retourner. Le problème est qu'on n'a pas le sens de combat politique avec un projet. Et ceux qui nous accusent d'être mécaniques, c'est tout simplement ceux qui sont poétiques, tout simplement, qui versent dans la polémique, mais sans avoir quelque chose de concret. Mobutu, il a quelque chose de concret. Mobutu, il est, je vais dire, il présente des chiffres, puisque le monde est fait des chiffres. On ne peut pas progresser sans chiffres. Il faut penser, il faut réfléchir à tout ça. Et donc, il réfléchit et il propose quelque chose de concret et quelque chose qui va être bénéfique pour toute la nation. Alors, ceux qui ne sont pas capables, justement, excusez-moi, ce n'est pas par mépris, mais ceux qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas passer leur temps à faire des réflexions, de projection, comme on le fait en mathématiques statistiques. Je vous assure, je vous apprends que moi j'étais un piètre élève en mathématiques, mais au moins j'apprends aux côtés du président Muzito à aimer les chiffres. Et donc ceux qui ne sont pas capables de le faire, ils vous accusent d'être mécaniques tout simplement. C'est un peu comme l'histoire de ce singe qui n'arrive pas à cueillir un fruit quelque part dans la forêt. Il va dire à ses amis, ah, ces fruits-là sont amers, il ne faut même pas oser. Donc c'est un peu ça. Ah voilà. oui. Ça c'est vrai. Alors on va parler aussi de l'insécurité. D'ailleurs, on avait évoqué la question à l'entame de l'émission. Commençons à l'Est. L'armée rwandaise continue à renforcer l'M23 pour nous causer du tort. Kinshasa, est-ce qu'on peut dire que Kinshasa n'arrive toujours pas à trouver solution? C'est vrai, le chef de l'État, lors de ses dernières interviews, il a dit clairement qu'on a exposé les problèmes face à la communauté internationale pour qu'il y ait des sanctions vis-à-vis du Rwanda, mais sans succès. Nous avons fait appel aux coachs qui sont là pour coacher nos militaires, pour trouver une solution. Hier, c'était les Ouazalendo, aujourd'hui on n'en parle plus. Sinon, la situation de l'Est, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une situation bien malheureuse. Et le Rwanda est en train vraiment de gangréner faire gangréner cette situation. Et ce qui me révolte, c'est ce silence de la communauté internationale. C'est vrai qu'il faut déplorer oui, il faut déplorer tout ce qu'il y a comme mort d'homme, meurtre, tout ça. Mais regardez comment est-ce que le monde entier s'est mobilisé avec ce qui arrive en Israël, avec le Hamas, tout ça. Et ils ont été prêts, ils ont fait de
tous les grands du monde sont passés en Israël pour soutenir Israël dans ce combat. Mais nous, ça fait plus de 25 ans que nous subissons le Rwanda et tout le monde sait. Et une discrimination. Des experts des Nations Unies savent bien que le Rwanda qui nous crée des ennuis, qui arme les M23, en fait, ces mouvements terroristes n'existent que de nous. En réalité, ce sont des soldats rwandais qui sont là-bas. Mais on ne fait absolument... C'est vraiment révoltant et cela veut dire tout simplement que nous, Congolais, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience, sorte d'éveil au niveau national pour que nous, Congolais, que l'on soit de gauche, de droite, on soit du nord, du sud, de l'est, au moins qu'on se mette ensemble pour trouver une solution à cette situation. Mais la meilleure solution serait tout simplement de doter notre armée de tous les moyens possibles. Et là, Nouvel Élan, justement, dans son offre, propose justement de revoir le budget accordé aux forces de sécurité et à l'armée, de revoir ça à la hausse. Le président de la République a parlé de la montée en puissance de notre armée, puisque ce que nous subissons, c'est une honte. Et je pense que les générations futures vont nous juger très sévèrement. Et comment est-ce que nous, un grand pays, un grand Congo, on peut comme ça continuer à subir le Rwanda de cette manière-là. Je crois que il est vraiment important, tout à fait cessant, qu'on puisse mettre tous les moyens à la disposition de notre armée pour que nous puissions bouter hors du territoire national tous ces gens. En fait, ce qu'ils veulent, c'est en fait un recyclage, comme toujours, c'est périodique de ces militaires rwandais. On va les recycler, on va les mettre au niveau de l'armée nationale et ils seront là pour infiltrer et ça va continuer. On a eu dans ce pays un Rwandais chef d'état-major, c'est inacceptable, James Kabarebe. Donc moi, ça me tient personnellement à cœur cette histoire du Rwanda et Paul Kagame, l'histoire le jugera très sévèrement à ce sujet. Et lui et ses complices et ses parrains et ses commanditaires. En tout cas, parmi les propositions faites par vous, Nouvel Élan, c'était aussi diriger un mur entre nous et les Rwandais. Heureusement que le président de la République a pris la balle au bon lors de la rencontre à Brazzaville. Il a évoqué ça, il a dit qu'avec tout ce qui se passe, je serais tenté de dresser un mur, tout simplement. En fait, ça c'était... il ne faisait que paraphraser quelque chose qui avait déjà été dit il y a plus de 2 ans par Adolphe Muzito. D'accord. Alors, la situation de l'Est, c'est le Rwanda qui est à la base, ça c'est vrai. C'est le Rwanda qui nous cause du tort, vous l'avez si bien dit en tout cas. Mais ici, à l'Ouest, à Kwamount, vous avez dit plutôt qu'il n'y a pas conflit entre Téké et Yaka. C'est plutôt, on pense exterminer les Téké, ça c'est vous qui l'avez dit. Je me répète, à l'Est, c'est le Rwandais, mais ici, quelle est cette main noire ou main politique qui serait derrière pour s'aimer terreur et désolation ici à Kwamount pour que l'insécurité plutôt continue à battre son plein? Oui, si je dis que s'il y a cette volonté manifeste de vouloir exterminer, et je pense que c'était au cours d'une de vos émissions, j'avais parlé du génocide Téké, mais ce qui se passe dans le territoire de Kwamount, dans l'extension de Kinshasa et comme dans une partie de Bagata, c'est il y a un compatriote depuis les États-Unis, je crois, il avait pris juste l'extrait là, qu'il me l'avait renvoyé encore, pour vous donner raison en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Bon, d'accord, merci à lui. Et donc c'est bien cela parce que regardez un peu comment est-ce que pendant plus d'une année, on peut laisser des gens sans foi ni loi commettre ces gens. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Montbéliard, on m'a demandé d'aller voir une dame et ça s'est passé il y a environ 3 semaines passées. Elle a été victime justement d'une attaque et il y a 8 membres de sa famille qui sont mortes et 8 membres qui sont morts, pardon. Et il y avait elle-même le bras endommagé par des balles, même au niveau de la bouche, et elle a du mal à parler tout simplement. Et ça s'est fait par des Congolais, ce n'étaient pas des étrangers. C'est pourquoi je dis que quelque part, il doit y avoir une certaine complicité. Moi, je pense qu'il faut qu'on établisse des responsabilités
et que ceux qui sont des commanditaires de ces actes barbares puissent en répondre devant la justice. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que ces villages tékés qui sont vidés sont immédiatement occupés par d'autres Congolais et d'autres ethnies. Il y a cette volonté-là. Au départ, on avait présenté comme un conflit lié à des problèmes de redevance, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a cette volonté de pouvoir justement exterminer les Batékés Mais du pour quelle plateau, finalité? Pour quelle mais finalité? justement pour les remplacer par d'autres, pour remplacer par d'autres. Il doit y avoir quelque part des soutiens, quelque part des complicités. Et je pense que l'État devait mettre un peu plus de moyens à la disposition de nos forces de sécurité pour mettre fin à cette situation. C'est terrible, c'est horrible tout simplement de voir comment est-ce que ces gens, d'abord les enfants n'étudient pas. Fadiak, un de mes villages, est complètement vidé. Ah, ça fait plus d'une année. D'ailleurs, le chef avait été exécuté. Euh, donc il n'y a plus personne. Imaginez un village qui avait plus de pratiquement 10 000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tout simplement parce qu'il y a eu cette terreur-là. Et ils sont dans les environs, ils sont cachés quelque part, ces fameux Mobondo, et ils arrivent, ils font des escarmouches, ils opèrent et puis ils repartent. Et Fadjaka n'est qu'une illustration. Dans d'autres villages, des chefs coutumiers ont été exécutés, comme le chef de mon village, à Bokusu, qui était le premier village en fait dans le territoire de Bagata, puisque Bokusu a un domaine qui s'étend de Bagata jusqu'à Kwamout. Et dans l'autre partie, le chef a été exécuté, il a été tué, il a été brûlé, son corps brûlé, et c'est des choses tout simplement inacceptables. Et c'est systématique en fait. Ce que je constate est que ça se fait de manière systématique. Donc on arrive, on tue, et on ne tue pas seulement des adultes, on tue des enfants, on Et tue des pendant ces femmes, tout temps, ça. qui sécurise, quelle force qui sécurise Kwamou? Bon, il faut dire que du côté du gouvernement, on a déployé une force qui s'étend en fait sur la nationale 17, je crois, de Mongata jusqu'à Bandundu-ville. Mais la plupart de ces opérations ont lieu un peu plus à l'intérieur. Donc, les forces, la plupart des éléments de force de l'ordre et de sécurité sont le long de la grande route, mais ce qui se passe, c'est plus à l'intérieur. Et c'est une situation vraiment Là où les inacceptable. atrocités se produisent, donc il n'y a pas assez de militaires sur place ou bien? Non, justement, là où il n'y a pas il y a pas de militaires sur place, et ils savent bien, en fait, ils connaissent très bien les terrains, ces fameux Mobondo, ils connaissent très bien les terrains, ils savent que les forces de l'ordre sont positionnées tel ou tel endroit, ils viennent, ils opèrent, et puis ils le tuent, et puis ils repartent, et tout ça. Et c'est quand même étonnant, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Comment est-ce que dans nos cultures à nous, c'est pourquoi à un moment donné, on pensait peut-être que c'était une main noire étrangère. Parce que le mode super operandi, c'était décapiter les gens, ainsi de suite. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était des Congolais même. Et ce qui est un peu, en fait, ce qui est triste, c'est le fait de constater que ces Mobondo, ils ne se limitent pas seulement à Kwamout, ils opèrent même dans le Au Kwango. Congo central, Oui, on au va dire Congo aussi. central et Kwango. Et les Kwango, en fait, si on dit que c'était des Bayaka qui veulent attaquer les Batéké, moi je crois qu'il n'y a pas un problème entre Yaka et Téké. Il n'y a vraiment pas de problème parce que les Yaka et les Téké ils cohabitent depuis des années. Il y a des mariages. Moi, j'ai moi-même des nièces qui ont épousé, qui sont mariées dans l'une ou l'autre communauté. Donc, il y a pas ce problème-là. Mais je crois que quelque part, il y a une main politique qui essaie de instrumentaliser des Congolais pour s'attaquer à d'autres Congolais en créant l'insécurité. Vous confirmez ici qu'il y aurait une main politique. C'est vos analyses, c'est votre point de vue. Mais au-delà de ce qui se passe ici à Kwamount, il y a également des situations un peu compliquées au niveau de Malembankoul. Nous sommes à Olomami, à Kamina précisément. Là aussi, ça urge entre Congolais, entre le Luba et le Katangé. Ce sont des situations que nous n'avons pas connues en son temps. Non, justement, et moi j'ai vécu dans ce pays qu'on appelait République du Zaïre, Ouais. où tout Zaïrois, tout Congolais, Zaïrois à l'époque, se sentait chez lui dans n'importe quel parti. Et ça, c'est le mérite du maréchal Mobutu. Il a fait en sorte que
les Congolais se retrouvent dans l'unité et c'est vraiment triste qu'en plein 21e siècle, des Congolais puissent s'en prendre à leurs compatriotes Mhm. qui ont choisi de vivre dans, dans une autre partie Du pays, du soit. pays qui n'est pas peut-être la terre leur terre d'origine, mais c'est le Congo. Le Congo nous appartient tous, c'est notre pays. Et c'est tout simplement abject, c'est tout simplement inacceptable qu'il y ait, qu'on fomente des trucs du genre à pouvoir tuer, massacrer une communauté ou les considérer les autres comme des étrangers. Ça ne peut pas se faire. Et ça rappelle justement des massacres des Kassaïens dans les années, au début des années Mhm, mhm, 90, mhm. 90, 91. Il y a des familles qui ont Les perdu, Cassayens au Grand ouais, Katangos oui, dans l'histoire. exactement, qui ont perdu un nombre d'enfants et tout ça. Et ça laisse des traces qui marquent toute la vie. Je crois que c'est inacceptable. Je pense là encore, le gouvernement est interpellé pour mettre de l'ordre et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui orchestrent ces genres, surtout les discours de haine. On n'a pas besoin de ces discours de haine dans ce pays parce que nous constituons un Les seul discours pays. de haine, Nous sommes les discours congolais et tribal nous devons être qui nous fiers de divisent pour l'autre, rien. tout ça. Et nous appartenons à cette nation. Et peu importe, même si euh, on peut avoir je vais dire, Les différents des peut-être. différents au Mhm. niveau politique, au niveau tout ça, mais euh, on ne peut pas chasser un Congolais dans une partie de son pays. Voilà. Ça, c'est inacceptable, Mais tout à ce simplement. niveau, c'est vrai, vous avez encore interpellé le gouvernement il y a peu. Est-ce que, n'est-ce pas, la responsabilité revient au gouvernement? Est-ce que on peut dire que le gouvernement s'est dédouané de ses responsabilités pour sécuriser la population que nous sommes? Non, bon, je ne sais pas. Moi, je fais pas l'avocat du gouvernement, mais je pense tout simplement que souvent c'est des chefs locaux qui développent un certain discours de haine et ces discours un peu comme le feu qu'on allume et puis ça s'étend au niveau de la brousse et ça s'étend ainsi de suite. Alors quand déjà on développe ces discours et puis s'il y a déjà des germes de jalousie, les germes de tout ça et ça s'étend ainsi de suite. Bon, c'est tout ce que le gouvernement peut faire, c'est arrêter cette situation dès que ça déclenche et puis mettre en place un tribunal. Si en fait, les cours et tribunaux existent déjà, mais au moins déférer devant la justice tous ceux qui sont responsables et punir très sévèrement ces cas de violence de tout ce qui est fait contre d'autres Congolais parce que nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes Congolais. Si déjà nous sommes divisés entre nous, mais en fait ça va ouvrir les portes à l'ennemi. Professeur Gabi Kwamamba, merci d'être venu. Je rappelle Merci. que vous portez les numéros 154 Mhm. et 230 à Bagata Voilà, précisément. exactement. On Bagata, vous suit de oui. là. Que Voilà. diriez-vous à tous ceux-là qui vous suivent depuis Bagata Oui, avant de depuis se séparer, bien Bagata, sûr? je voulais, oui, merci pour de m'avoir accordé la parole. Je dirais que Bagata, nous avons la chance, nous avons l'occasion de choisir, je vais dire, une nouvelle classe politique qui va défendre effectivement les intérêts des Bagata. Bagata, depuis toujours, a toujours été le parent pauvre au niveau non seulement de la province, mais aussi au niveau national. Il faut que nous ayons de représentants qui puissent défendre les intérêts des Bakata. Et une des priorités des Bakata, c'est le désenclavement. Vous voyez un peu comment le territoire des Bakata est enclavé. Il faudrait quelqu'un qui puisse plaider pour que demain, il y ait par exemple deux routes. En fait, on fait pas de la démagogie, mais si vous avez des députés qui sont capables de défendre vos intérêts, cela est faisable parce que c'est tout simplement triste. J'ai été à Bagata, j'y vais assez régulièrement maintenant. En fait, j'y vais. J'ai vu comment est-ce que les gens sont pauvres. La situation est tout simplement catastrophique. Les gens n'ont pas de travail. Les gens il n'y a pas de route, de dessert agricole. Il n'y a rien qui existe à Bagata. Les quelques deux, trois bâtiments hérités de la colonisation sont là, mais sinon il n'y a absolument rien, vraiment absolument rien. Je suis passé même par le marché, je voulais manger, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et donc on a cette possibilité de nous choisir un bon candidat et je serai là pour défendre les intérêts de Bagata. N'oubliez pas le numéro 154 pour
la députation nationale National. et 230 pour provincial, et vous ne serez pas déçus. Nous venons pour servir, nous venons justement pas pour nous remplir des poches. Et d'ailleurs, je dirais favorable si on peut revoir à la baisse les salaires des députés, tout simplement pour qu'il y ait une sorte d'équilibre, pour pas qu'il y ait beaucoup de frustration au niveau national. Il ne faut pas que, par exemple, il y ait des députés qui sont formés par les enseignants, on donne presque rien aux enseignants, alors qu'eux, ils sont ultra, disons, bien payés, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est lui qui vient, il considère la politique comme un sacerdoce pour servir son pays, pour servir sa province, pour servir son territoire et pour servir son peuple. Voilà. Dean Fils de Bagata, actif et compétent hein, pour défendre les intérêts de Bagata. Bon vent à vous. Si c'est le bon la CENI faut organiser les élections, voilà pourquoi nous faisons foi que les élections seront organisées. En tout cas, pour que Bagata soit représenté au niveau de l'Assemblée nationale, aussi provinciale, parce que vous avez deux numéros, 154 pour national, 230 pour provincial. Merci beaucoup, professeur Gabi Kwambamba. Merci à vous de m'avoir accordé cette opportunité. Je suis très fier de vous et on sent que nous pouvons, en fait, c'est vrai que quelque part, on n'avait pas dit, mais je suis journaliste aussi. Mais avec vous, on sent que la relève est assurée. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Brandon pour la réalisation. Merci à Blaise Ndombe qui était du côté de la régie finale. Merci également à l'assistance de Gili Mouzito. Voilà. Merci d'être là. Alors, c'est la fin. On vous retrouve demain, ce sera la rediffusion de ce même numéro, le soir. Le lundi, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Et pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Continuez à nous suivre sur RTVS1, donc chaîne YouTube. Nous sommes également sur Facebook, page officielle RTVS1. Sur TikTok également, dans beaucoup de comptes. Et relayez, hein, partagez plutôt les liens et ça nous fera énormément plaisir. Merci et à la prochaine. Pardon. Bien, Brandon. Milano.